Après avoir vu pour la première fois Rendez-vous avec la peur lors d'une diffusion tardive à la télévision, j'étais déjà un grand garçon, mais j'ai mis du temps à me décider à traverser le couloir qui menait à ma chambre à coucher. Non pas que j'ai été effrayé par le monstre, grossière marionnette animée par des fils et accompagnée d'un incongru bruit de poulies mal graissées, mais parce que le film réussit à faire appel aux propres peurs de chacun, et le titre français est, pour le coup, bien plus évocateur que le titre original, car on a bel et bien rendez-vous avec nos propres peurs. Je conseillerais quand même de regarder le film avant de lire cette vidéo, bien que j'illustre mes propos que j'essaye de rendre le plus clair possible par des arrêts sur image. Certains risquent de paraître un petit peu confus. Par ailleurs, il est admis, y compris par les cinéphiles conventionnels qui ne parlent pas de ce dont je vais parler, que Rendez-vous avec la peur est bien une biographie romancée d'Aleister Crowley. Un petit mot sur le monstre du film. S'il est physiquement représenté parce qu'il a été imposé par un producteur peu respectueux des règles de l'art, il ne parvient pas à s'aborder l'atmosphère anxiogène qui se dégage du film, dont l'économie de moyens est justement le principal atout. Night of the Demon, qui est donc le titre original, met en scène deux formes d'obscurantisme, le rationnel et l'irrationnel, à travers deux personnages radicalement opposés sur ces questions en particulier. Le spectateur fraternisera selon ses convictions avec l'un ou l'autre personnage, en même temps qu'il sera, sans s'en rendre compte, initié à la sorcellerie. L'histoire simple et linéaire est celle d'un psychologue américain nommé Holden, qui se rend en Angleterre pour participer à un colloque sur la parapsychologie, et il doit retrouver pour cette occasion un certain Dr Harrington qu'on aura vu mourir dans la première scène. Le film est lié ouvertement au mystère de Stonehenge, aux rites ancestraux, comme c'est souvent le cas lorsqu'il s'agit de films fantastiques, où les forces du mal sont convoquées, et de manière sous-jacente au Skull and Bones, société secrète américaine, dont les ramifications anglaises étaient liées à Aleister Crowley. Car le magicien nommé dans le film Julian Carswell, est une transposition littérale d'Aleister Crowley. C'est sur le site de Stonehenge que s'ouvre le film, avec une voix off qui nous dit que depuis la nuit des temps, il est écrit sur ces mégalithes que des créatures surnaturelles et diaboliques existent et que l'homme, qui maîtrise le langage runique, peut invoquer les puissances des ténèbres. Le film a été tourné en 1957, à une époque où Stonehenge était en pleine restauration, une restauration qui s'achèvera vers le milieu des années 60. S'agissait-il de redonner à l'Angleterre un symbole emblématique d'une spiritualité perdue dans un pays meurtri par la Seconde Guerre mondiale? Mais dans le film, le site et ses secrets contribuent à opposer une Amérique rationnelle et matérialiste à une Angleterre au mystère impénétrable. Stonehenge, avec ses mégalithes on ne peut plus énigmatiques, Kubrick, qui vivait en Angleterre, n'y a-t-il pas songé à travers son monolithe de 2001, l'Odyssée de l'espace, dont il fait une table de la loi de couleur noire, parce que c'est une loi dont l'obscurité ne peut être déchiffrée que par les initiés. J'ignore si les pierres de Stonehenge sont gravées d'une quelconque manière, ça n'a pas d'importance d'ailleurs, ce qu'il est, c'est que dans le film, ces gravures existent. Elles existent et elles nous renvoient au fameux Georgia Guidestone, site mégalithique qui, lui, était bel et bien gravé. Passé ce pré-générique sur le site de Stonehenge, on voit arriver le professeur Harrington chez Carswell, alias Crowley, à qui il veut parler de toute urgence. Une vue en plongée du vestibule du manoir de Carswell met en valeur un pavé mosaïque presque toujours présent lorsqu'il s'agit de sujets liés aux sociétés secrètes. Il faut peut-être rappeler qu'à l'époque du film 1957, Aleister Crowley, mort 10 ans plus tôt, était une personnalité dont la popularité dépassait les cercles initiatiques à l'intérieur desquels il évoluait. Son homologue cinématographique est un personnage plutôt sympathique, ce qu'était Crowley d'après les spécialistes du personnage, sans rapport avec l'air terrible qu'il se composait sur les photos qu'on connaît de lui. Qui plus est, le personnage, qui a tout de même une barbe taillée en pointe, vit avec sa mère,
une vieille dame anglaise, tout ce qu'il y a de plus maternel et affectueux, et on peut penser qu'il est homosexuel, comme Crowley l'était aussi. La mère de Crowley, avec qui il est resté seul après la mort de son père, le vrai Crowley, je parle de Crowley, le véritable Crowley, lui aurait donné son surnom de The Best, la bête, dont il s'est approprié le nombre correspondant, 666, et c'est ce qui fait partie de la panoplie crowleysienne, comme le delta lumineux imprimé sur sa drôle de coiffe, panoplie derrière laquelle on trouvait une auberge espagnole de la spiritualité à base de yoga, de tantrisme, de christianisme, de démonologie en tout genre, de liens avec la franc-maçonnerie, le tout inspiré par la société paramaçonnique Golden Dawn. Mais revenons au film. Le professeur Harrington supplie Carswell, alias Crowley, d'arrêter ce qu'il a commencé. On ne sait pas ce que c'est, mais on pense que c'est des expériences bizarres. En échange de quoi, ce professeur admettra publiquement qu'il avait entièrement tort à son sujet. Il dit « Je sais qu'il existe ». On suppose bien sûr qu'il s'agit du diable et que ce scientifique est désormais convaincu de son existence. On comprend que Carswell, en laissant repartir Harrington de chez lui, n'est pas du tout disposé à arrêter ses fameuses expériences. C'est donc un scientifique qui a été convaincu par l'existence du surnaturel, et lorsqu'il rentre chez lui, il voit surgir de l'ennemi un monstre, incarnation probable du diable, qui va le mettre en panique et provoquer sa mort. Le spectateur intelligent, conscient qu'il n'est pas en train de regarder un nanar aux effets ringards, mais un des plus grands films fantastiques de tous les temps, aura compris que ce monstre, bien qu'il nous soit montré, est possiblement une vue de l'esprit du professeur. Possédé par le diable, il en vient à voir le diable. La suite de l'histoire nous aidera à comprendre que les certitudes scientifiques ne peuvent que définitivement buter sur les manifestations du surnaturel, en même temps que la science est elle-même un phénomène surnaturel. Il faut préciser que si le film avait été tourné 20 ans plus tôt, le personnage du magicien Crowley n'aurait pas été confronté à un psychologue, mais à un prêtre, incarnation de la raison et de la foi, jusqu'à une certaine époque, c'est-à-dire après la guerre, où la religion a été remplacée par la psychanalyse. Après la mort de ce personnage, on voit l'arrivée du professeur Holden par un vol de nuit, au cours duquel il essaye de dormir sans y parvenir parce que le journal avec lequel il se masque n'arrive pas à tenir sur son visage. Et sur ce journal, on lit que l'éminent psychologue, donc lui, est dans un vol pour Londres où il vient assister à un colloque, en l'occurrence le colloque par lequel il veut démontrer l'absurdité des phénomènes paranormaux. N'arrivant pas à dormir, il interpelle l'hôtesse pour lui demander un masque parce que la lumière l'empêche de dormir. On peut y voir une subtile métaphore sur l'impossibilité du rationnel, c'est-à-dire le colloque annoncé dans le journal, à masquer la lumière, celle qui émane des mystères de la magie, enseignée par Carswell. En l'espèce, il s'agit de la lumière luciférienne. L'hôtesse lui propose de prendre un somnifère, mais il répond qu'il ne veut pas s'habituer à ça. Le personnage veut rester un éveillé qui ne veut pas se laisser endormir, au sens propre comme au sens figuré, par les tours de magie de Carswell. Puis il arrive à l'aéroport de Londres, où il est interpellé par des journalistes qui lui demandent ce qu'il vient faire en Angleterre. Il répond sur un ton narquois qu'il mène une enquête internationale sur les phénomènes psychologiques paranormaux. Holden est montré comme un personnage dominateur, un Américain sûr de lui, convaincu qu'il peut imposer la vérité de la science partout dans le monde pour en finir définitivement avec l'obscurantisme. Pour démontrer l'absurdité de l'enseignement ésotérique de Carswell, Holden et les confrères du défunt professeur Harrington, qu'on a vu mourir au début du film, envisagent d'étudier le profil psychologique d'un des membres de la secte. Un fils de fermier nommé Hobart a accepté de collaborer à l'expérience, mais il a été arrêté parce qu'il a commis un crime qu'il nie en prétendant que c'est le diable qui a tué et pas lui. Ce qui amuse évidemment Holden, esprit rationnel, qui n'y croit pas du tout. Mais Carswell, à ce moment de l'histoire, téléphone à Holden pour essayer de le dissuader de poursuivre ses investigations sur lui.
Au moment où il passe le coup de fil depuis son bureau, on repère un élément du décor qui va faire sens à plusieurs reprises. Le crâne et les os, c'est-à-dire les Skulls and Bones auxquels appartenait Crowley. Dans les suppléments papier de l'édition DVD Wildside du film, que je n'ai pas sous les yeux mais que je cite de mémoire, on peut lire que le scénario a été écrit en sous-main par un scénariste qui, lorsqu'on regarde sa biographie, a étudié à l'université de Yale, cette université où sont nés les Skull and Bones en 1832, société secrète aux pratiques borderline à laquelle ont appartenu des étudiants tels que George Bush ou John Kerry. Les Skull and Bones, dont la présence est signalée dans ce film et dans d'autres films ultérieurs par une symbolique tout aussi marquée que le crâne et les os, symbolique qu'on va repérer plus loin. Ensuite, Holden se rend au British Museum pour y consulter un ouvrage particulier sur la démonologie. Le bibliothécaire lui apprend que cet ouvrage a disparu, mais quelque chose nous dit qu'il ment, et on commence à sentir à ce moment-là qu'il existe toute une organisation dont les membres sont dispersés dans toutes les couches de la société à dessein de dissimuler des secrets que seuls les initiés peuvent connaître, lesquels initiés déterminent tout un système de valeurs qui conditionne l'organisation du monde. C'est une trame commune à beaucoup de films dont les éléments narratifs sont reproduits d'un scénario à l'autre à travers des époques de manière à nous faire entendre que la réalité est une fiction et que le cinéma nous montre comment fonctionne cette fiction. C'est dans cette même bibliothèque que Holden voit surgir Carswell, par un effet de mise en scène qui le fait entrer dans le cadre comme s'il surgissait de nulle part. Il ne sait pas que c'est Carswell puisqu'il ne l'a jamais vu, il lui a seulement parlé au téléphone, et c'est seulement en parlant avec lui qu'il découvre son identité. Carswell lui dit qu'il possède chez lui l'ouvrage qu'il cherche à la bibliothèque et l'invite donc à venir le consulter. Il lui laisse une carte de visite, mais cette carte de visite va lui provoquer des troubles de la vision. Effet surnaturel ou procédé chimique de magicien habile, on ne sait pas encore à ce stade de l'histoire. À l'enterrement du professeur Harrington, Holden est interpellé par sa nièce qui lui dit être en possession du journal de son oncle, dont elle lui propose de lire des extraits. Son oncle avait écrit qu'il avait été ensorcelé par un parchemin que lui avait donné Carswell et que ce parchemin est vivant, ce qui évidemment n'impressionne pas Holden. Toutefois, à ce stade du récit, c'est le surnaturel qui gagne du terrain sur le rationnel, dans la mesure où les analyses chimiques de la carte de visite sur laquelle Holden a lu une écriture subliminale ne révèlent rien d'anormal, et où le froid que ressent Holden dans une pièce où la nièce d'Harrington dit qu'il fait chaud renvoie au froid qu'a ressenti le professeur Harrington avant de mourir. Holden se rend donc en compagnie de la nièce du professeur décédé à la propriété de Carswell. On remarque au passage que le numéro de la plaque minéralogique de la voiture que conduit Holden est 666, signe que le mauvais œil a été jeté sur lui. En arrivant chez Carswell, il entend des cris d'enfants et il dit « on dirait un sacrifice humain ». Je mets l'extrait en espérant que ça ne bloquera pas la vidéo pour des questions de droit d'auteur. On dirait un sacrifice humain. Naturellement, vous n'avez pas oublié le mot magique. Réplique qui, pour le spectateur de 1957, ignorant qu'il regarde un film sur Aleister Crowley, n'a pas le moindre sens, mais qui en trouve un pour le spectateur un minimum informé. Selon Crowley lui-même, il aurait sacrifié 150 enfants par an, légende qu'il ne faut bien entendu pas interpréter au pied de la lettre. Sacrifier 150 enfants par an reviendrait à en sacrifier un tous les 2 jours et demi. Qui plus est, on ne sait pas sur combien d'années se seraient étalés ces sacrifices. La vérité est que Crowley nommait sacrifice l'initiation qu'il pratiquait sur ses adeptes à travers un enseignement qui leur faisait perdre leur innocence. C'est ça le sacrifice en question. Et si Holden se réfère à cette idée reçue qu'il cite avec ironie, c'est parce qu'elle fait partie du folklore lié au personnage du magicien. Et effectivement, quand il arrive chez lui,
Il découvre que Carswell, alias Crowley, est en compagnie des enfants du village avec qui il fête Halloween. Halloween est une métaphore des sacrifices en question dans le sens où il s'agit d'un événement en apparence bon enfant, mais qui permet déjà dès le plus jeune âge à fraterniser avec l'esprit du diable tout en s'amusant. Une conversation s'engage alors entre les deux hommes, Holden et Carswell, au sujet de ce fameux livre de sorcellerie que Carswell prétend avoir passé sa vie à essayer de déchiffrer sans en découvrir tous les secrets. Livre dont on comprendra qu'il s'agit de la Bible du diable, dont les secrets ne doivent être connus que par un cercle restreint d'initiés. Et pour intimider Holden, qui le prend pour un escroc, Carswell déclenche un cyclone qui est évidemment pour Holden un phénomène naturel, bien qu'il n'ait jamais de cyclone en Angleterre. Carswell, exaspéré par l'ego d'Holden et son esprit donneur de leçons, décide alors de lui prédire sa mort, précisément le 28 du mois en cours. On ignore si Jacques Tourneur, qui, selon 50 ans de cinéma américain, était un féru d'occultisme, a fréquenté Aleister Crowley, ou s'il a eu, ce qui est plus probable, affaire à ses écrits, mais le chiffre 28 pour provoquer la mort de quelqu'un n'est pas un choix aléatoire, dans le sens où la démonologie s'emploie toujours à inverser les lois divines, le nombre 28 étant le nombre des jours du cycle menstruel de la femme, provoquer la mort au lieu de donner la vie, et dans l'ordre des choses de la sorcellerie. Après le départ d'Holden de la propriété de Carswell, on assiste à un dialogue particulièrement instructif entre Carswell et sa vieille mère, à qui il dit qu'ils doivent leur train de vie aux contributions de ses adeptes, qui payent parce qu'ils ont peur. Mais il y a sa mère que lui aussi fait ce qu'il fait parce qu'il a peur. Il veut dire par là qu'il est l'instrument d'une force qui le dépasse, à laquelle il est contraint d'obéir. Crowley était-il lui aussi l'instrument d'une force démoniaque dont il s'était laissé posséder après avoir renoncé à la religion catholique? Ses adeptes prétendent que non et qu'il n'était rien de plus qu'un enseignant spirituel dont certaines pratiques pouvaient paraître parfois excessives. Le film, lui, prend parti. En effet, après cet échange avec sa mère, la caméra nous montre un dessin du démon et en suivant de nouveau la voiture de Holden, immatriculée 666, et en suivant encore la présence des forces obscures auprès d'Holden, ici à travers un étrange son dans les couloirs de son hôtel qui ressemble à ceux d'un manoir hanté, phénomène qu'il constate mais auquel il refuse obstinément de croire. Un peu plus en avant, lors d'une scène entre Holden et la nièce du professeur Harrington, est évoqué le fameux parchemin que Carswell a remis à son oncle pour activer la malédiction. Holden pense alors que Carswell lui a peut-être aussi remis le même parchemin, et en effet, lorsqu'il ouvre un dossier qu'il a dans son cartable, il le trouve. Et le parchemin se comporte comme il s'est comporté avec le professeur Harrington, c'est-à-dire comme s'il était vivant. Et de nouveau, le film tranche en faveur du surnaturel, quand Holden, qui croit que le parchemin s'agite parce que la fenêtre est ouverte, mais qu'il continue à s'agiter après qu'il ait fermé la fenêtre. Holden se rend à la ferme des Hobart, d'où, rappelons-le, vient un adepte de Carswell accusé d'un crime dont il se prétend innocent. Il y rencontre sa famille, laquelle prétend que leur fils est coupable parce qu'il a été choisi, mais les croyances et les superstitions de ces paysans arriérés n'intéressent pas Holden, qui n'est venu que pour obtenir une décharge l'autorisant à examiner leur fils, interné dans un asile psychiatrique. Cependant, au moment où il ressort de chez eux, qu'il ouvre son portefeuille pour y ranger l'autorisation signée de la mère pour examiner son fils, s'échappe de nouveau le fameux parchemin, et là la mère s'écrie « Cet homme a été choisi ». « J'ai été choisi pourquoi ? De quoi parlez-vous » leur dit Holden. Et sa vue se trouble comme la première fois qu'il a croisé Carswell. Le spectateur ne sait pas plus que lui de quoi lui parlent ces gens, en disant qu'il a été choisi, mais on le découvrira à la fin. En ressortant de chez eux, sur la porte est tracé un symbole qui n'y était pas quand il y est entré, et auquel le scénario ne donne aucune explication. Il s'agit du nombre 322, mais le nombre est camouflé avec un 3 allongé et un 2 retourné. 322 est le chiffre qu'on trouve avec le crâne et les os sur l'emblème des Skull and Bones.
Il faut se reporter au numéro 70 de la revue Top Secret pour connaître l'origine de ce chiffre. Selon l'auteur de l'article, 32 de 322 se réfère à 1832, l'année de création de l'ordre secret, et 2 indique que les Skull and Bones en question représentent le second chapitre de la création des Illuminés de Bavière. C'est aussi une des explications du nombre 23, 32 à l'envers, qu'on retrouve dans beaucoup de films. Par conséquent, cette marque tracée à la craie, comme un autre signe qui viendra plus loin, provient de ce dont on parlait plus haut, cette organisation invisible qui organise le monde et qui agit hors champ, thème universel s'il en est, et qui explique bien des mystères. C'est donc cette organisation, Skull and Bones Illuminés de Bavière, qui a choisi Carswell comme ce dernier le disait précédemment à sa mère, et qui va choisir Holden pour prendre la place de Carswell. Méthode qu'emploient les sociétés secrètes qui agissent dans l'ombre lorsqu'elles remplacent un de leurs agents parce qu'il a atteint son obsolescence pour une raison ou une autre, que cet agent soit un personnage public ou un parfait anonyme. Crowley était à n'en pas douter un de ces multiples agents et parmi les plus folkloriques de ces organisations occultes. Après avoir lu ce symbole sans en comprendre le sens, Holden se rend à Stonehenge, à la recherche d'une correspondance gravée sur la pierre, des runes écrites sur son parchemin. Il les trouve, mais n'en comprend évidemment pas le sens, nous non plus d'ailleurs, et c'est justement ce qui fait sens, de ne pas avoir de sens. Les symboles runiques font partie de la boîte à outils de tout ce qu'utilisent les occultistes pour manipuler les consciences. Seule une initiation avec ses grades et sa hiérarchie permet d'en découvrir les secrets. La religion des Illuminés, dont les Skulls and Bones étaient un dérivé, entretient le culte du secret à dessein d'exercer un pouvoir, contrairement au message christique qui, lui, est révélé. En réalité, Holden est en train de suivre une initiation, sans s'en rendre compte, et comme la majeure partie des spectateurs a l'esprit rationnel, elle suit la même initiation, tout en croyant rester dans la rationalité. On fait un saut en avant en laissant de côté une séance de spiritisme qui n'apporte pas trop d'eau à notre moulin pour l'instant, et retrouvons-nous avec Holden qui pénètre clandestinement dans la maison de Carswell pour examiner ses notes personnelles. Tandis qu'il descend les escaliers pour atteindre le sol en pavé mosaïque, on voit une main disproportionnée se poser sur le garde-corps. Comme pour le 322, il n'y aura pas d'explication sur la provenance de cette énorme main. On trouve une équivalence à cette séquence dans Le Locataire, déjà décrypté sur la chaîne, où le personnage, en descendant ses poubelles, tombe des épluchures qu'il ne retrouvera pas en remontant les escaliers sans qu'on sache qui les a ramassées, séquence peut-être inspirée par celle du film de Tourneur, et qui disent toutes les deux la même chose. Des personnages agissent hors champ, parfois ils rentrent dans le champ de la caméra, comme ils rentrent parfois dans nos vies quotidiennes. Ce sont des personnages monstrueux, étant donné qu'on ne les connaît pas, qu'ils agissent dans l'ombre, la taille de la main peut vouloir signifier ici cette monstruosité. Dans la suite de cette séquence, Holden croit se faire attaquer par une panthère, mais Carswell, qui survient à ce moment-là, lui affirme qu'il ne s'agit pas d'une panthère, mais de son chat. Signe que les rôles sont en train de s'inverser, le rationaliste devient moins rationnel que le sorcier. Et de nouveau, on a la présence des Skull and Bones dans le champ de la caméra. La fin de cette séquence est une des plus angoissantes du film. D'ailleurs, elle sert souvent de bande-annonce quand le film est programmé quelque part, parce qu'elle le résume sans doute à elle seule. Holden repart à travers les bois, poursuivi par une créature invisible qui laisse des empreintes de Bigfoot, en même temps qu'un nuage de vapeur grossit au-dessus des arbres. Un effet qui se suffit à lui-même, qui se dispense de l'apparition dommageable du monstre, et qui enracine cette impression qu'une force invisible et monstrueuse possède un pouvoir dont on ignore tout. Dans un plan de transition qui nous amène à l'examen du dénommé Hobart, chez la famille duquel s'est rendu Holden, la caméra se resserre au plus près de la plaque d'immatriculation de l'ambulance qui transporte le malade, peut-être pour isoler la cloche qui fait office de sirène,
ce qui n'aurait pas un grand intérêt étant donné qu'on l'entend, mais peut-être aussi pour isoler le W, 23e lettre de l'alphabet, mais dont la valeur numérique en hébreu est 6, qui se raccorde avec les 2 9 qui suivent et correspond au 666 de la voiture d'Holden. Nous arrivons alors à ce fameux examen psychiatrique d'un adepte de Carswell, par lequel Holden veut démontrer définitivement que ce dernier est un imposteur. Au moment de l'examen du patient, qui a perdu tout contact avec la réalité, un gros plan sur son œil vient nous signaler sa suggestion à la secte des Illuminés. Et pour le mettre en état d'hypnose, Holden lui dira « Vous ne voyez que la lumière, vous allez dormir d'un sommeil calme », ce qui nous renvoie à la séquence de l'avion où Holden ne voulait justement pas voir la lumière et qu'il refusait d'avoir recours à un artifice pour plonger dans le sommeil. Ce qui nous est montré ici, c'est que ces méthodes de psychologue relèvent de la même magie que celle de Carswell qu'il prétend combattre. Plongé en état d'hypnose, le patient obéit à la voix d'un des confrères de Holden, c'est-à-dire manipulé à son insu comme le sont les adeptes de Carswell. Le film nous dit là que les psychanalystes sont des gourous et que cette séance d'hypnose est l'équivalent de la séance de spiritisme à laquelle assistait Holden plus tôt, séance de spiritisme qu'il trouvait ridicule. Qui plus est, c'est un état d'hypnose que le patient révèle à Holden le caractère orwellien des enseignements de Carswell, alias Aleister Crowley, à savoir que le mal est bien et que le bien est mal. Le vice et le péché sont de plus grandes sources de joie que toutes les vertus. Séance d'hypnose ou de sorcellerie qui prétendait guérir Hobart, mais qui au contraire le pousse à se jeter par la fenêtre. Le dénouement du film, qui se passe dans un train, nous confirme ce qui avait été dit à Holden à la ferme des Hobart, c'est-à-dire qu'il a été choisi, puisqu'il va user des méthodes de sorcellerie de Carswell. En effet, il lui remet le parchemin maudit qui provoque la mort de celui qu'il possède. Alors de quoi nous a parlé Rendez-vous avec la mort ? D'un psychanalyste rationnel qui combat l'obscurantisme au nom de la science, mais qui s'avère autant sorcier que les sorciers, et c'est en ce sens qu'il est choisi, par ces forces invisibles qui dirigent le monde, pour perpétuer une forme de sorcellerie, en l'occurrence la science, qui vaut bien celle des magiciens. Que ces forces obscures trouvent leurs racines chez les Illuminés de Bavière via les Skull and Bones, et que Stonehenge est une sorte de temple à mystère lié à ces malédictions, détourné de sa supposée vocation initiale, qui était celle de guérir les malades. C'est d'ailleurs à Stonehenge que s'achève 20 ans plus tard Tess de Roman Polanski, où le personnage vient se réfugier et s'allonge sur une pierre dans la position d'une enfant endormie, prête à être sacrifiée, qui plus est dans une robe de couleur rouge. À quel degré la couronne d'Angleterre a été impliquée dans la restauration du site, peut-être autant que la République française l'est aujourd'hui dans la restauration de Notre-Dame, et savoir aussi si l'utilisation du site dans le film n'est pas une idée venue au dernier moment du fait qu'un premier achèvement des travaux de restauration eut lieu en 1957, l'année où il a été tourné. Et le Stonehenge du film, avec ses runes indéchiffrables, nous oblige, aujourd'hui, pas à l'époque, à penser au Georgia Guidestone, dont les inscriptions étaient, elles, tout à fait lisibles. C'est pour cette raison qu'elles ne sont pas crédibles, mais là, on sort complètement du film. Film dont la frayeur touche les adultes plus qu'elle ne touche les enfants parce qu'elle ne repose sur aucune explication simpliste, en dépit d'une intrigue tout à fait simple et linéaire, et c'est le propre de tous les grands films, qui ouvrent plus de questions qu'il ne donne de réponses, bien qu'on ait tenté ici d'en donner quelques-unes.